Bonjour Suzy, bonjour Marie-Laure, bonjour Gilles. Bon, à l'époque, on n'avait pas le choix. On vit dans un monde, faut voir. On peut pas tout dire, hein. C'est comme ça. C'est la vie. Parce que pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut comprendre le monde duquel on vient. Vous entendrez ici des portraits qui retracent la vie de nos aînés. Je suis Capucine Jacob et vous écoutez Entre-temps, un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant. Est-ce que vous croyez que le monde va mieux? Je ne sais pas. Vous m'en demandez trop. Le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui d'Alexandrine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette femme se raconte sans filtre, avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'émotion, loin du politiquement correct. Après avoir subi la jalousie de sa maman, dont elle garde encore les traces puisqu'elle a conditionné toute sa vie d'adulte, Alexandrine a pris la poudre d'escampette pour vivre sa vie à Paris. Comme beaucoup de femmes de sa génération, elle a accepté de se conformer aux conventions sociales, d'être un bon soldat, de se marier et d'être mère. Et ce n'est qu'à partir de 40 ans qu'elle retrouve enfin l'indépendance dont elle avait toujours rêvé. Pour le moment, Alexandrine se repose dans un EHPAD et dans sa petite chambre de 9 mètres carrés, elle continue tout de même d'être libre et de s'évader grâce à la peinture et à la lecture. Si son récit de vie est fort, aussi bien dans les actes que dans les mots, il n'en demeure pas moins précieux et nous rappelle ô combien il est essentiel d'être acteur de sa vie et refuser de la subir. Bonne écoute. Oui. Oh, pardon. Mais je vous en prie, bonjour. Est-ce qu'on fait la couleur aujourd'hui, Mme Boussiou? Oui. D'accord. D'accord, ben je verrai. Si c'est autrement, on fera juste un petit brushing et on fera la couleur la semaine prochaine. Oui. D'accord? D'accord. Voilà, ben écoutez, désolée de vous avoir dérangé. Je m'entretiens. Vous avez vu tout ce que j'ai. Rouge à lèvres, pour les yeux, pour tout. La crème, le fond de teint, le parfum. Alexandrine, 28 novembre 34, à Rennes. Oh, c'est compliqué. Mon prénom, normalement, c'est Odette. Sauf que ma mère m'a donné à l'époque son prénom, en me disant souvent, moi j'aimais pas mon prénom. Alors je lui ai dit, pourquoi tu me l'as donné puisque tu l'aimes pas? Elle était méchante, jalouse. Et elle était comme ça avec tout le monde? Avec les filles, mais pas avec les garçons. J'ai pris le prénom de ma marraine, que j'adorais, Alexandrine. Mais elle était à la maison avec 8 enfants. Elle trouvait qu'elle avait trop d'enfants. Et à l'époque, vous savez, il n'y avait pas de moyens comme maintenant on peut avoir. La contraception, vous voulez dire? Oui, bon, je comprends. Sauf qu'après, moi j'étais obsédée par son ventre. Parce qu'en plus, elle critiquait mon père parce qu'il y avait trop d'enfants. Mais elle est allée avec le voisin d'à côté. Et en fin de compte, je me suis trouvée avec une autre sœur qui ressemblait trait pour trait au voisin d'à côté. C'est de l'hypocrisie, ça. Mon père, Alfred, il était très artiste, il était instruit. Son métier, il travaillait à l'époque au ravitaillement général pendant la guerre. On vivait avec des tickets à l'époque. Donc il fallait qu'ils consultent les commerçants avec la marchandise qu'ils avaient vendue et les tickets qui correspondaient à la marchandise. Parce que mon père faisait de la résistance. Il avait une machine à écrire, Underwood. Il me faisait épeler tous les mots en allemand. Je me souviens, il y avait des U avec des petits points au-dessus. Donc il écrivait comme ça pour envoyer des messages. Il devait être complice avec quelqu'un qui était en Allemagne, qui lui était contre la guerre en Allemagne. Moi, l'école a été bombardée où j'étais. Je devais avoir 12 ans. Et c'était la cour de récréation. Alors je suis allée dans les caves avec tout le monde.
J'avais même perdu ma chaussure tellement. Et c'est drôle parce que je dois être voyante. La veille de ce qui arrive, j'ai dit à mes parents, je ne vais pas aller à l'école, alors que j'étais très bonne élève. Pourquoi? Parce que la cour va être bombardée. Tellement eu peur que les docteurs ont dit à mes parents que j'allais tomber malade. Donc mes parents sont partis à la campagne, sont partis vers Combourg. On avait les Allemands qui venaient chez les fermiers pour prendre de la volaille ou pour manger. Parce qu'un jour, mon père, quelquefois, il allait couper les lignes téléphoniques pour pas qu'ils aient les messages. Et un soir de Noël, j'étais auprès de la cheminée avec une lampe à carbure parce qu'on n'avait pas d'électricité. On est venu frapper à la porte de la cave. Bon, c'était la Gestapo, là, habillés en noir, qui sont arrivés en faisant leur signe comme ça pour récupérer mon père. Donc on a dit qu'il n'était pas là, ce qui était vrai. Sauf que quand il est arrivé avec un sapin de Noël, il lui tapait dessus. Parce qu'ils avaient découvert qu'il avait fait des choses contre eux. Ça, c'était la Gestapo. Après, bon, les Américains sont arrivés. Un de mes frères, quand il a vu les Américains arriver, il était petit. Quand on lui demandait « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?»« Je veux être américain », comme si c'était une profession. Oui, j'ai eu le certificat d'études du premier coup, bien sûr. Et après, je devais aller dans un collège. En tous les cas, mon père voulait que je sois dans les bureaux. Et il y avait un concours. Mon père m'a présenté, j'étais reçue. À faire des bilans, des calculs mentaux. Et moi, j'aurais préféré faire de la couture. Créer, faire de la création. Ou de la décoration d'ameublement. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai eu un appartement, les gens voulaient pas le quitter en disant « C'est trop beau, t'as eu des idées de contemporain avec de l'ancien. » Je devais avoir 16 ans. Mais j'ai travaillé à Rennes, ma comptabilité, une société d'alimentation. Et il y avait un journal qui s'appelait L'Aurore. Donc je lisais l'Aurore, mais toutes les annonces de travail. Et j'avais vu les annonces où on cherchait à Paris. Donc j'étais prête à partir. J'ai quitté mon travail et je suis partie à Paris, seule pour me débrouiller toute seule. Je voulais dire merci à personne. Donc je dis au revoir à ma grand-mère préférée, donc qui était à Saint-Malo. Elle s'appelait Eugénie. La seule qui m'a dit « Si tu as besoin, n'hésite pas à m'appeler ». Bon, donc je suis partie, j'arrive sur le sillon de Saint-Malo et je vois un de mes cousins qui est en train de peindre parce qu'il était décorateur. Il me dit « J'ai appris que tu partais ». Ben, je dis « Oui ». Il me dit « Tu vas où? Tu vas habiter où ?» Je dis « Je ne sais pas encore où je vais habiter ». Il me dit « Non, ne t'inquiète pas, moi je viens à Paris qu'au mois d'octobre. Donc j'ai ma chambre rue de l'Université. Donc bien écoute, c'est pas compliqué. Je monte chercher la clé, donc il monte chez mon autre tante chercher la clé, il me donne la clé, du coup je suis arrivée directement rue de l'Université. Le bonheur. Je voyais tout du positif. Ah, c'est bien rue de l'Université, c'était bien. Et je courais dans Paris comme un lapin. Et puis quand il venait, comme il était décorateur à Pigalle, je faisais toutes les boîtes de Pigalle, ou alors quand il décorait quelque chose, il m'emmenait pour que je lui donne mon avis. Et il m'a appris beaucoup de choses. La lumière, les couleurs et tout. La couleur est différente si vous avez de la lumière ou pas de lumière. Comme ça, il y avait les filles qui étaient au comptoir, et les hommes qui savaient qu'il y avait des filles là qui venaient. Donc elles étaient payées au bouchon de champagne. J'étais un peu originale. J'étais plutôt dans le style moderne. Mais je me maquillais pas. Je voulais rester naturelle. J'allais danser plutôt les boîtes de jazz, le bebop. Donc c'était la vie vraiment parisienne.
après mon cousin, je suis allée dans la pension de famille. Et je me suis plus dans cette pension de famille. On est toutes là, mais on n'est pas trop surveillés. On a le droit de sortir, mais on mange ensemble. On a une chambre seule, oui. On avait des pions pour faire marcher le gaz, par exemple. On mettait un pion, on avait le droit à une demi-heure pour faire chauffer le gaz. On avait une grande cuisine, on pouvait manger. Chacune notre tour. Ça m'était égal. J'étais à l'abri. J'étais soulagée. J'allais où je voulais. Sans réflexion, sans rien. Et comme j'avais juste de quoi m'acheter une carte de métro, je me dis, il faut que je trouve du travail à côté de la maison. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé à côté des piscines de Ligny qu'il y avait sur la Seine. Donc je suis rentrée dans une société comme comptable. Et là, les patrons, ils étaient derrière moi et ils fermaient la porte sans s'excuser. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'ai donné la démission en disant, ils sont pas assez polis pour que je reste avec eux. Donc je suis partie, mais j'ai retrouvé tout de suite du travail. Mais du travail, c'était que pour 6 mois. Et ça m'arrangeait parce que je disais, 6 mois et je veux partir au Canada maintenant. Parce que je voulais tellement partir loin. Et je pensais que ma réussite était de partir loin. Et là, j'ai rencontré mon mari, Jacques. Il était bel homme, cargable. Mais il m'invite à Versailles pour aller prendre un pot. Il me plaisait quand même, m'en fichais. Parce que j'étais pas sûre de moi, parce que ça allait trop vite. Mais j'ai peur qu'on me pose des questions sur ce que je faisais, sur ce que je voulais faire, et surtout pas de questions. J'y vais quand même, mais après il me réinvite et tout. Et peut-être que 2 mois après, il me demande en mariage. Il me dit ça va trop vite, mais lui il continue. Donc je me suis mariée. Je me trouvais tellement seule qu'en fin de compte, pour une fois que quelqu'un osait me parler normalement, un quart d'heure avant de dire oui, je me demandais s'il disait non. Moi, j'étais tellement bien à courir dans Paris, faire ce que je voulais. C'était plus votre liberté que vous aviez peur de... Oui. C'était pas lui spécialement, c'était plus cette... Mon indépendance. On a pris un appartement quand même, dans le 93 à Drancy. Mais mon mari ne voulait pas sortir. Il ne s'intéressait pas au musée. Donc, de ce fait, j'étais coincée. Parce que moi, j'aurais voulu aller au théâtre, j'aurais voulu faire des choses, des musées et tout ça, et partir en vacances loin pour connaître des civilisations autres que la nôtre. J'ai eu ma fille. J'étais quand même contente. J'ai fait mon devoir. On pense toujours qu'on fait bien, mais on s'aperçoit avec le temps qu'on a raté des choses. Eh bien, je tricotais, j'habillais ma fille, m'occupais d'elle, elle allait à la danse. Je lui faisais faire, en fin de compte, tout ce que j'aurais voulu faire, que je n'ai pas fait. C'est beau, et d'un autre côté, c'est égoïste. Vous avez travaillé toute votre vie? Oui, jusqu'à 82 ans, parce qu'on me demandait, et j'ai continué parce que mon mari est décédé, donc j'étais seule à élever ma fille. Mais j'ai voulu continuer de faire pareil que comme si on était à 2. Donc je m'en sortais très mal, donc j'ai continué de travailler. J'ai fait de l'immobilier, j'ai fait de la vente, j'ai vendu des vêtements, parce que je voulais voir ce que je pouvais faire autre, pousser jusqu'où je pouvais aller. Ça m'a soulagée, j'ai commencé à aller à l'opéra. Après, je suis allée au théâtre. Enfin, j'ai fait tout ce que je pouvais pas faire avant. J'ai fait des voyages. Je suis partie en Égypte. Je suis partie en Inde. Je suis partie aux États-Unis. Personne n'avait à me dire non. Je retrouvais une liberté que j'avais toujours voulu avoir. Et c'était quoi votre voyage préféré? L'Inde. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Les paysages naturels. Quelquefois, j'ai réfléchi. J'ai dit, on s'attache à des choses. Et eux, on passe dans la rue, il y a une vache, et il y a le mort qu'on emmène pour se faire brûler. Eh bien, ils regardent la vache,
Ils ne garderont pas le mot qui part. Pour eux, c'est tellement naturel. Le Gange, quand on voit tout ça, c'est super beau. Ils se baignent dans l'eau du Gange après avoir jeté les cendres des... Mais moi, là-bas, je m'habillais comme eux. Et je mettais tout ce qu'il fallait, comme ils mettent autour des yeux, là, partout. Le front, ça avait des significations. Je me trouvais dans une autre vie. Et ça me correspondait tout à fait bien. Mais je sens dans les gens, par exemple, quelquefois, je dis, oh là là, il faut que je m'éloigne de telle personne. Ça va m'apporter que des malheurs. Bon, alors si je suis là, c'est que ça va. Moi, j'ai pas une énergie trop négative, j'espère. Et j'ai des brins de folie. Ah, c'est quoi vos brins de folie? Quelquefois, je vois un tableau. Je passe devant, je le regarde, je rentre dans la boutique, je l'admire, je dis qu'est-ce qu'il est beau. Je demande le prix, on me dit le prix. Je dis c'est pas possible, je peux pas me l'acheter. Et puis 3 jours après, je passe, je vois plus le tableau et je me dis ça y est, quelqu'un l'a pris mon tableau. Je rentre, il n'a pas été pris. Donc je m'arrange avec la personne, vous pouvez me le payer en 3 fois. Donc je paye en 3 fois, mais j'ai mon tableau. Je l'accroche chez moi, je suis assis sur un fauteuil et je contemple mon tableau pendant des heures et des heures. Ça vous a fait ça avec quel tableau? Orientalisme. J'ai dû être marocaine quelque part. Vous êtes de tous les pays, vous, finalement? J'aime bien Dali. Et j'aime plutôt les gens tordus. Mon imagination travaille. Et je l'ai rencontré, Dali. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui était à Figueras. Et donc, il avait un restaurant. Et dans ce restaurant, il y avait un endroit réservé à Dali. Donc, je lui ai serré la main. Et l'ami que j'avais, en fin de compte, il me prenait comme une muse, un peu fou. J'arrivais, le coiffeur était déjà commandé, avec une couleur de cheveux différente. Il fallait que je fasse vraiment tout ce qu'il aurait voulu que je sois et que je n'étais pas. Il était fou. Quand j'avais, mettons, 50 ans, j'en faisais pas plus que 40. Donc je rencontrais des gens plus jeunes, mais je les traitais de vieux. Même les femmes, les amis, toujours des femmes plutôt de 30-40 ans, plutôt que des femmes de mon âge. Je trouve qu'une barbe, ou c'est pour raconter leur mari qui est décédé, enjoliver les choses. Ce qui est bien, moi je les enjolive pas, parce que je trouve que le mariage c'est de la merde. Ça vous enlève toute votre personnalité. Et quels conseils vous pourriez donner justement aux futures générations? De ne pas se laisser influencer par des mots. Il faut regarder les vraies valeurs et s'intéresser à des gens intéressants. Par exemple, je lis quelqu'un qui me plaît beaucoup, c'est Sylvain Tesson. Là, j'ai Chateaubriand. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces auteurs? Qu'est-ce qui vous raconte, qui vous parle? Mais Sylvain Tesson, lui, il est un peu fou aussi. L'Évangile du voyageur, aime le lointain comme toi-même, ça doit vous parler, ça? Oui, j'ai lu au moins 10 fois. Ah bon, c'est votre livre de chevet, alors? Oui. Toute page est intéressante. D'accord, un suicidaire qui cherche en rez-de-chaussée est un lâche. Très bien, comme ça, le ton est donné. Pour les affamés, la surprise, c'est quand il y a un gâteau sous la cerise. Parce que du coup, en fait, vous êtes quelqu'un de très sensible, vous? Trop sensible. Notre conversation était très intéressante. Je me suis défoulée. C'est la fin de cet épisode. Merci à Martin Poujon pour l'habillage sonore et le mixage de ce récit de vie. Si vous êtes ou si vous connaissez quelqu'un qui a une histoire de vie passionnante, n'hésitez pas à me contacter directement via le site internet du podcast, entretempodcast.com. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter sur les réseaux sociaux et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite!